Au moment où Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, termine sa tournée africaine, tournée qu'il a d'ailleurs conduit en Égypte et puis au Congo chez Sassou Nguesso, eh bien Emmanuel Macron, le président français, entame ce jour ce qui s'apparente à une contre-offensive au Cameroun, ensuite au Bénin et bien sûr en Guinée-Bissau. Eh bien visiblement, le destin de ces grandes puissances se croise sur le continent africain. Que représente l'Afrique pour l'un et l'autre? Comment comprendre cette bataille de positionnement géostratégique en terre africaine? Comment éviter à l'Afrique d'être essentiellement l'arbitre central d'une bataille qui se joue à ses dépens et sur son territoire? Voilà autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du point sur l'actualité. Nous sommes le lundi 25 juillet de l'an de grâce 2022 et comme vous le savez, ce jour représente aussi l'arrivée du président Emmanuel Macron, président français au Cameroun. Ce sera dans quelques heures seulement. En attendant, il nous a été donné de constater qu'il y a comme une sorte de chassé-croisé sur le continent. Au moment où Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, plie bagage, en tout cas, après une tournée qu'il a conduite tour à tour en Égypte et au Congo chez Denis Sassou Nguesso, eh bien, Emmanuel Macron arrive comme une sorte de contre-offensive. C'est en tout cas nos analystes qui nous le diront. Quant à vous, on vous sait nombreux, très nombreux à nous suivre sur toutes les plateformes. Vous êtes sur Facebook, YouTube. Vous êtes également sur les satellites Eutelsat et Amos et donc on a même téléchargé l'application de Foyo Média. Tout cela est à notre honneur. Découvrons avec qui nous allons faire cette émission. Tout d'abord, notre consultant permanent, Jonathan Batengeni, est avec nous aujourd'hui comme tous les jours d'ailleurs. Bonsoir Joe. Bonsoir Bachir Mourama-Ladan, bonsoir d'Afrique qui nous regarde, tous les panafricanistes, tous les inconditionnels de Foyo TV qui regardent toutes les émissions, nous leur disons merci et nous leur rappelons qu'ils sont les héros de tous les jours. Bonsoir à tous les techniciens qui rendent la qualité d'image aussi limpide et qui tous les jours se battent à nos côtés pour que vous ayez cette émission. Bonsoir à la direction générale, aux autorités du Cameroun, mais surtout aux forces de sécurité et de défense. Particulièrement bonsoir au patriarche que vous allez présenter et qui est notre copanéliste. Et bien sûr, ce patriarche, on a fait du chemin à ses côtés, nous en avons appris, que ce soit sur le domaine de la communication journalistique, puisqu'il est directeur de publication, mais aussi dans le domaine de l'information stratégique, puisqu'il a un passé très élogieux en ce qui concerne donc la police nationale camerounaise. Ancien commissaire, il faut bien le dire. Il s'agit, vous l'avez deviné, de Bilo Aïssi qui est avec nous ce jour. Bonsoir, patriarche Bilo Aïssi. Bonsoir à mon copanéliste. Je salue l'Afrique, je salue le monde. Je salue les techniciens, effectivement, qui se demandent pour que nous soyons visibles et audibles. Et je dis, nous sommes sur un front et nous y sommes pour que l'Afrique ne soit plus serve. Très bien. Merci en tout cas de signer votre entrée comme il se doit. Alors, patriarche Biloa, ici, nous parlons d'un chassé-croisé sur le continent africain. Il s'agit d'Emmanuel Macron, le président français, qui arrive au moment où l'émissaire de Vladimir Poutine, en la personne de Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, rentre. Il finit son séjour donc du côté du Congo après une tournée qu'il a conduite non seulement au Congo mais aussi en Égypte. La question pour nous est de savoir comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui s'apparente ici à une bataille géostratégique entre ces deux pays, ces deux grandes nations sur la scène internationale. Eh bien, il faut comprendre cela parce que qu'est-ce qui se passe exactement? Il faut dire que la Fédération de Russie refuse la monopolarité du monde. Oui. Et les autres qui
représentent le capital, c'est-à-dire des capitalistes impérialistes, entendent dominer le monde. Et pour comprendre ce qui se passe, il faut se rappeler que le président Poutine a dit ceci, que la Russie n'a pas besoin de faire la guerre à la France. Il suffit simplement de libérer les pays africains et la France tombe d'elle-même. Alors pourquoi cela? Parce qu'effectivement, la France ne vit que parce que l'Afrique existe. Si l'Afrique n'existait pas, que ce soit sur le plan, même lors des grandes batailles, des grandes guerres, la France a toujours compté sur l'Afrique. Et l'Afrique a énormément fait pour la France, mais malheureusement, tout le monde le sait, le président de Gaulle a choisi une méthode permettant à la France, sachant que la France n'avait rien, parce que l'Afrique a tout. La cabane d'Ali Baba de la France. Et c'est ainsi que la France vit, simplement parce que l'Afrique existe. La France est comme une rivière qui n'existerait pas s'il n'y avait pas de source. Donc, il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, qu'il y a deux postures de la vie internationale qui s'affrontent, qu'on constate qu'il y a d'un côté la France, qui est le garçon de course des États-Unis, et puis la Russie, qui, comme je l'ai dit au début, nous avons constaté que le monde capitaliste, impérialiste, veut absolument dominer le monde, et dominer le monde, pas pour son bonheur, mais pour son malheur. Parce que si il y avait une volonté de développement du côté de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique, l'Afrique serait déjà développée. Mais malheureusement, je me rappelle un ancien chancelier allemand qui avait dit qu'il serait criminel et impensable de laisser que l'Afrique se développe. L'Europe ne peut pas faire cette erreur qui a été faite en laissant l'Asie se développer. Donc, il y a effectivement une lutte qui s'engage entre l'Europe. Et ici, nous parlons du Cameroun, et j'ai dit, la France vient remplir les desseins de son patron, les États-Unis, et c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on doit réserver. Qui se balade? Lavrov, qui est à gauche et à droite, effectivement, lutte contre l'imbécilisation du peuple africain. Parce que la Russie n'a pas d'antécédent colonial. Et c'est pour cela que nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a d'un côté les impérialistes et de l'autre des vrais démocrates. Voilà à peu près ce qui se joue. Et ce qui se joue, cela se joue à tous les plans, au plan économique, au plan culturel et au plan politique. C'est pour cela qu'il y a cette sorte de danse que nous constatons aujourd'hui, d'un côté Lavrov et de l'autre Macron, qui, comme j'aime à le dire, obéit aux ordres de son patron, c'est-à-dire les États-Unis. Voilà à peu près ce que je dis. Et pour comprendre cela, il faudrait connaître qui est Macron et comment Macron est arrivé au pouvoir. Macron, et c'est important pour ce que nous disons aujourd'hui, très important de connaître Macron. Bon, on va me poser la question, est-ce que tout le monde connaît Macron? C'est un citoyen français qui est président de la France. Mais comment Macron est arrivé au pouvoir? Macron est arrivé au pouvoir par le groupe de Bilderberg en 1994, et il est allé là-bas et il a trahi Hollande en convainquant le groupe de Bilderberg que le socialisme est un danger pour leur idéologie à eux, qui est le capitalisme. Et après 1994,
Et M. Macron a tenu, et je vous lis entièrement parce que j'avais eu le document, pour que les gens comprennent que c'est plutôt un franc-maçon qui vient au Cameroun pour visiter ses fratères et se rassurer de leur appui. Et l'appui des fratères ne peut qu'être dommageable à notre pays. Donc, le président français vient au Cameroun pour essayer de conserver les avantages indus. Et il ne peut le faire que par le truchement de ses fratères francs-maçons. Et pour qu'on le comprenne, je dis, j'ai un document ici qui est très intéressant et qui dit ceci, que les loges du Grand Orient de France, le chancelier des égaux, Ephaël Billard, La Lumière et à l'Étela ont le plaisir de vous convier. C'était le mardi 21 juin 2016 à 20h. L'hôtel du Gourde, c'est-à-dire l'hôtel du Grand Orient de France, 16 rue Cadet Paris 9e, Temple Arthur Groussier, à une tenue blanche fermée. Alors, des petits soucis de liaison avec le patriarche Bilo à Haïti. Je crois que ça va se rétablir tout à l'heure. Mais pendant ce temps, Jonathan Batingueni, avant de vous donner pourquoi pas la parole, je voudrais que nous prenions deux éléments. Deux éléments qui certainement vous permettront à vous et à nos téléspectateurs de voir comment ceci est croisé, ce destin entre la Russie et la France. Les deux partages distincts, l'un proposé par Ngale Bokeya et l'autre, bien sûr, par Nguéni. On va le suivre et on revient juste après. Le premier partenaire économique du Cameroun, un partenaire qui œuvre pour le développement du Cameroun par le financement de nombreux grands projets d'infrastructures énergétiques, routières, portuaires, sanitaires et même sportives. Une place de choix synonyme d'une relation d'amitié promue à un avenir bien plus radieux. À côté de la Chine, l'Inde s'est aussi positionnée au rang des partenaires privilégiés du Cameroun, formant un tandem de choc qui ne laisse pas Paris indifférent. La délégation d'Emmanuel Macron en visite au Cameroun avec Olivier Betch, ministre délégué chargé du commerce extérieur, a donc pour objectif de relancer ces relations économiques qui perdent en intensité. Bien qu'étant le troisième fournisseur du Cameroun, la France a dégringolé au rang des clients et n'occupe que la 7e position. Aussi, depuis plusieurs années, de grands contrats d'équipement échappent au groupe français, preuve que l'influence économique de la France au Cameroun est mise à mal. Statistiquement, le Cameroun accueille encore 200 entreprises et filiales de groupe français, principalement dans les domaines de l'exploitation pétrolière, du bois et de l'agro-industrie. Des investissements bien en deçà de ceux observés dans un pays comme le Sénégal, où la mainmise de la France n'est plus approuvée. Dans les années 90, par exemple, les entreprises françaises pesaient 40% de l'économie. Rendue à 2022, elles ne représentent plus que 10%. L'urgence est donc signalée et cette visite d'Emmanuel Macron sonne comme une bouffée d'oxygène, celle censée redorer le blason d'un environnement économique difficile qui échappe depuis belle lurette aux entreprises tricolores. Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, est arrivé à Oyo, au nord de la République du Congo-Brazzaville, le dimanche 24 juillet pour une visite de travail de 48 heures. Dans l'après-midi du 25 juillet, le diplomate russe a eu un entretien avec le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, à Golodoua. Au sortir de cet échange, une conférence de presse a suivi. Nous avons une discussion détaillée avec M. le Président, avec M. Sassou Nguesso, et les discussions avec mon proche ami, le ministre des Affaires étrangères. Nos relations s'appuient sur une histoire ancienne d'amitié et de coopération.
Elle repose sur le principe d'égalité de droit et de respect des intérêts mutuels et de coopération sur l'arène internationale conformément à la charte de l'ONU. Aujourd'hui, nous avons examiné la dimension du renforcement de notre coopération et notamment qui est très prometteuse, notamment en matière énergétique, des transports, des infrastructures, des télécommunications. Un certain nombre d'entreprises russes travaillent dans la République du Congo et manifestent leur intérêt. Nous avons vu une réaction tout à fait positive pour développer de nouveaux projets. Les orientations concrètes qui ont été discutées aujourd'hui seront travaillées pour préparer la nouvelle commission intergouvernementale qui se tiendra à Brazzaville fin septembre de cette année. Rappelons que depuis le début de la guerre en Ukraine, le Congo-Brazzaville a affiché sa neutralité dans ce conflit. À l'Assemblée générale de l'ONU en mars dernier, 141 pays sur 193 se sont prononcés sur une résolution concernant cette guerre. Sur 54 membres africains, 26 pays sont passés d'un vote favorable en mars à un vote contre ou ont choisi la voie de la neutralité. La plupart de ces pays entretiennent une coopération de longue date avec Moscou, entre autres l'Angola, l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, l'Éthiopie, l'Égypte, le Mali ou encore le Mozambique. Le ministre russe des Affaires étrangères, qui a débuté sa tournée africaine en Égypte le samedi 23 juillet, se rendra après le Congo, en Éthiopie et en Ouganda. Voilà, c'était donc deux éléments qui nous ont été proposés par Guinée et Ngale Ebokeya avec la complicité de toute la rédaction centrale de Foyo Média. Jonathan Batenguine, je me retourne vers vous. Quand on a écouté ces deux éléments, on se rend compte que ce soit pour la France ou pour la Russie, il y a un aspect très important, aspect à ne pas négliger, c'est l'aspect économique. Tout à fait. L'aspect économique, mais il faut décrypter que c'est deux agendas différents. Oui. Vous avez l'agenda français qui lui est dicté depuis les États-Unis. Il avait été demandé à la France de d'abord rediscipliner ce qu'ils appellent sa sphère d'influence, c'est l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, du moins les pays francophones. La France a pris ces dossiers comme étant des dossiers désormais prioritaires, même si on voit de plus en plus les États-Unis venir directement au taquet. Donc la France elle-même se fait concurrencer par ses anciens partenaires ou bien par ses partenaires de l'OTAN. Oui. Et de l'autre côté, on a la Russie qui est dans un agenda tout à fait différent. La Russie propose un nouveau partenariat. Mais est-ce un hasard de calendrier qui fait en sorte que les deux se retrouvent pratiquement au même moment, à la même période sur le continent africain? Il y a peut-être un hasard de calendrier du point de vue des Russes, parce que les Russes avaient programmé cette visite sur le continent. Oui. Les Français, par contre, ils ont commencé à communiquer sur ces visites. Je crois la semaine dernière, c'était pas comme dans le cadre normal des relations internationales. Donc la France est dans une contre-offensive? Tout à fait. Oui. Bon, mais les deux ne sont pas vraiment le même calendrier. C'est deux calendriers différents. Chez les Russes viennent en Afrique pour proposer leur offre. Oui. Ils viennent aussi discuter avec des pays avec lesquels ils ont une histoire. Et ils viennent aussi clarifier certaines situations. Par exemple, le ministre Lavrov a commencé sa visite en Égypte. Oui. En Égypte, il était question de discuter du retour de la Syrie dans la Ligue arabe. Oui. Vous savez qu'après les opérations 2013, la rébellion, qui était soutenue par l'OTAN a amené la Ligue arabe à exclure la Syrie, surtout qu'on disait que la Syrie a utilisé des armes chimiques contre ces populations. Donc, le ministre Lavrov venant en prélude, vous savez qu'aujourd'hui, le représentant syrien a été reçu également par le président Al-Sisi, d'abord par le ministre Choukri, puis par le président Al-Sisi, qui ont discuté de la réintégration de la Syrie. Donc, il y avait le dossier syrien. Le deuxième élément,
Le ministre Lavrov en Égypte était là pour clarifier certaines situations. Par exemple, après l'accord signé entre la Russie et les Nations Unies, entre l'Ukraine et les Nations Unies, puis les Nations Unies et la Russie, parce que c'est un accord miroir qui a été signé avec la Russie. Donc, cet accord-là fait que désormais les céréales qui viennent de Russie et d'Ukraine, qui viennent d'Ukraine, pourront à nouveau être exportées vers des pays comme l'Égypte. Or, l'Égypte, c'est un pays qui dépend extrêmement des céréales comme le blé. 80% de l'approvisionnement de l'Égypte provient de la Russie et de l'Ukraine. Donc, dès lors qu'un des fournisseurs avait des problèmes d'acheminement, le circuit en Égypte était considérablement perturbé. Donc, il y a cette situation qu'il fallait clarifier. Il y a un autre élément, c'est la question de l'État d'Israël et des crises permanentes dans le Golfe Persique. Donc la Russie profitait pour essayer de ramener la diplomatie égyptienne à la raison, parce que la diplomatie égyptienne est une diplomatie proche de la diplomatie états-unienne. Donc, il y avait ces 3 dossiers sur la table du ministre Lavrov. Et le ministre Lavrov a profité pour donc étaler la palette, la nouvelle offre de la Russie dans son partenariat mondial, c'est-à-dire le multilatéralisme. Oui. Au niveau du Congo-Brazzaville, la Russie a insisté sur un autre élément, c'est la question de la monnaie. Parce qu'aujourd'hui, il y a la question monétaire en Afrique centrale qui se pose. Et la semaine dernière, nous disions que le président Touadéra, le président Sassou Nguesso ne parlerait pas simplement au nom du Congo, il parlerait au nom de la sous-région. Oui. Il y a fortement la question de la nouvelle monnaie de l'Afrique centrale qui a été abordée. Surtout que la Russie est en train, avec les BRICS, de développer un système alternatif d'échange international qui vise la diminution du dollar, de l'influence du dollar dans les échanges internationaux. Et avec cette offre, l'Afrique centrale est preneuse. Et le ministre Lavrov insistait là-dessus. Et le ministre Lavrov rencontre aussi le président Sassou Nguesso, parce que le président Sassou Nguesso a eu des échanges de très haut niveau avec le président Poutine en 2019 lors du sommet de Sochi. Oui. Donc, il fallait réitérer les thèmes de leur entente et voir comment le partenariat avec la Russie va être densifié. Et en plus, il y a le dossier de la Centrafrique qui a été abordé, parce que le dossier centrafricain, et ça peut être un dossier qui sera collatéral avec la visite de M. Macron, on reviendra là-dessus, oui, au Cameroun, parce que le médiateur dans la crise centrafricaine, lorsque Catherine Samba Panza devait prendre le pouvoir, oui, c'était le président Sassou Nguesso. Donc le président Sassou Nguesso qui a joué les entremetteurs jusqu'à parvenir à la stabilisation de la Centrafrique, est un acteur majeur qui compte dans le dossier centrafricain. D'ailleurs, à Sochi, le président centrafricain et le président Sassou Nguesso ont discuté de la question sécuritaire centrafricaine. Et il y a un projet commun, un projet routier commun entre la Centrafrique, le Tchad et la République du Congo. Donc, le président Sassou Nguesso a également abordé cet élément, surtout que le pays qui a aidé à la stabilisation de la Centrafrique aujourd'hui, c'est la Russie. Oui. Il y a la 3e escale du ministre Lavrov qui va se retrouver en Éthiopie. En Éthiopie, il va certainement discuter encore de l'offre multilatéraliste russe et il va aborder la question du Tigré, qui est une question sécurité importante. Vous savez que pour vaincre les rebelles tigréens qui étaient soutenus par les États-Unis et tout le bloc de l'OTAN, il a fallu que les Russes apportent un soutien conséquent du point de vue militaire aux Éthiopiens, que les Éthiopiens se mobilisent pour détruire cette rébellion néfaste. Oui. Et il y a l'Ouganda qui est un autre dossier qui va permettre à la Russie encore de montrer que son offre est intéressante. Du côté russe, le plus grand profit de la visite du ministre Lavrov se retrouve au niveau diplomatique. C'est que la Russie réussit à montrer qu'elle n'est pas isolée.
Parce que l'objectif, après l'opération militaire spéciale lancée par le président Vladimir Poutine le 24 février 2022, c'était d'isoler la Russie et de montrer que la Russie est désormais un paria international. Or, la Russie se balade carrément dans ce qu'on appelait les zones d'influence. Quand vous allez en Éthiopie, vous allez en Ouganda, vous allez en Guinée, au Congo, vous allez en Égypte. En fait, vous vous baladez, 1, dans la sphère d'influence reconnue des États-Unis, 2, dans la sphère d'influence reconnue de la France, 3, dans la sphère d'influence reconnue de l'Angleterre. Donc, en fait, la Russie vient titiller toutes ces puissances et leur dit, les dés sont sur la table et chacun va tirer son épingle du jeu. Il n'est plus question de voir en vous les maîtres du monde. L'Occident n'a plus le monopole. C'est le grand message. Et la visite du ministre Lavrov est déjà une réussite parce que là où il est reçu, il discute et il y a des conséquences positives qui suivent après. Il a d'ailleurs pris un rendez-vous en septembre pour une rencontre, en tout cas, du côté de la RDC. Du Congo. Du Congo. Oui. Vous êtes en train de voir qu'il y a tout un processus qui est en train de se mettre en place. Cette Russie réussit non seulement à résoudre la question de la tentative d'isolation, mais en plus de rendre attrayante son offre de multilatéralisme. Oui. Côté camerounais, c'est tout autre chose. Oui. Au Cameroun, malheureusement, et je vais revenir là-dessus, je vais insister là-dessus, on a des larbins qui travaillent avec le président Paul Biya. Quelque part, la thèse qui dit que l'entourage du président Paul Biya est fait d'hommes qui n'ont pas du tout la carrure d'hommes d'État n'est pas fausse. Vous avez vu la communication du ministre du Travail, de la Sécurité sociale. C'est pas digne d'une autorité aujourd'hui du Cameroun de communiquer aussi légèrement sur la visite de M. Macron. Il s'est comporté là un peu comme un petit enfant de maternelle. Il attend son tonton qui vient et puis il dit que c'est des ambianceurs, je ne sais pas trop, il a utilisé un concept qui est propre à tous ceux qui côtoient les boîtes de nuit. Nous, on n'a pas ce langage-là. Il a utilisé un langage qui n'est pas un langage d'une autorité. Et dans la dynamique actuelle où le président Paul Biya a engagé le Cameroun comme étant le chantre du panafricanisme, il a reconnu d'ailleurs, parce que lui-même, en allant sur son compte Facebook, écrit ces choses-là, bon, c'est des choses qu'on ne peut pas répéter sur un plateau sérieux, en écrivant des choses aussi légères. Il ne tient pas compte du fait que le président Paul Biya, à l'introduction de l'ouverture, dans son discours introductif, à l'ouverture du sommet de la CEAC en août 2021, il disait ceci: il rend hommage au président, au maréchal Déby, le panafricaniste. Oui. C'est le président Paul Biya qui rend hommage à un panafricaniste. Mais, Bachir, vous pensez qu'un homme qui ne se reconnaît pas dans le combat panafricaniste peut rendre hommage en vous identifiant comme étant un panafricaniste? C'est ce genre de discours qui montre que les larbins de Yaoundé, les larbins de la France-Afrique à Yaoundé se sont mis au service de la France-Afrique et ont tout fait. Regardez la délégation du président Macron qui arrive au Cameroun. Vous allez voir une délégation remplie de larbins. Un homme qui avait suscité beaucoup d'espoir comme M. Achille Mbembe est aujourd'hui devenu la risée de toute l'Afrique. Son travail intellectuel tombe à l'eau. Vous avez toutes des personnalités comme Denise Potter qui ont accepté de marcher avec des repris de justice comme Thierry Atangana, qui était accusé de détournement de fonds. Donc, M. Macron nous amène un homme de moralité douteuse comme Thierry Atangana comme étant un bagage précieux pour sa visite. En fait, M. Macron vient pour reprendre la main, l'influence ou bien rassurer de son influence france-africaine au niveau du Cameroun. Il vient aussi pour narguer le panafricanisme parce que le tweet, le message du ministre Oona sur son compte, sur sa page Facebook, c'est un peu le langage qu'ils ont tenu à Macron. Ils ont dit à Macron, vraiment on va te montrer que ces gens ne valent rien. C'est eux qui ont lancé un défi. En fait, le défi c'est pour eux. Ils se défient eux-mêmes. Ils sont un peu comparables à oui. Il y a le message qui est d'ailleurs juste en face de nous. Merci à Bolo de nous faire passer celui-là. Voilà. Vous voyez. On n'aura pas le temps de le lire, mais tous les internautes ont pu lire ce qui avait été écrit. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est ces gens, mais ils sont un peu dans une situation bizarre parce qu'en fait, ils sont avec leur propre moulin à vent. Ils imaginent leurs adversaires, ils s'imaginent des monstres sur leur chemin. Leurs monstres sont dans leur tête. La vérité est que la France-Afrique a perdu de son influence. Eux, et le patriarche a dit quelque chose, eux qui sont dans les loges maçonniques, l'influence de ces loges est devenue
minime en Afrique. C'est eux seuls qui croient encore que ces lois sont importantes. C'est eux seuls qui sont influencés par le président de la France. Donc la visite de Macron au Cameroun sera une visite qui aura un seul but. Le but, c'est de restaurer l'influence française en Afrique. Mais c'est un combat déjà perdu parce que l'influence française a été perdue. Nous avons vu d'éminents France-Africains même appeler à la manifestation au Cameroun. Je ne vais pas citer les noms, mais vous les connaissez. Les gens même qui ont interpellé Macron, qui s'étaient fait manipuler par l'Élysée, eux-mêmes ont commencé à tenir un discours panafricaniste. Eh bien, il n'a qu'à voir. Nous n'avons jamais appelé l'une de ces personnes pour lui dire, voilà, 500 € qu'on t'envoie et il faudrait que tu tiennes un discours panafricaniste. Tous se sont convertis. Même ceux qui avaient soutenu, vous vous souvenez du philosophe qui avait soutenu Guillaume Soro, un Camerounais. Aujourd'hui, il a une image forte du panafricanisme. Il est dans les réseaux sociaux avec un discours panafricaniste. C'est ça la puissance du panafricanisme. Le panafricanisme que nous véhiculons, le panafricanisme que nous défendons, n'a pas besoin de s'exporter à coup d'argent. Il n'a pas besoin de s'exporter avec la quantité des élites qui nous entourent. C'est un discours qui parle de la libération. Et tout Africain qui veut être libre va se ranger du côté du panafricanisme. Nous savons une chose, la visite de Macron au Cameroun, rien que les mobiles qu'il emmène montrent la petitesse de son combat et ça montre que ce combat est perdu d'avance. Merci Jonathan Batengene, quel optimisme. En tout cas, avant de retourner la parole au patriarche Biloa ici, je voudrais qu'on donne un ou deux mots à 2 ou 3 appelants. Il y a Lamine Diop qui essaie de nous joindre depuis Genève. D'accord, on va être bref, précis, disons 2 minutes à chacun parce qu'ils sont très nombreux. Lamine Diop, bonsoir cher ami depuis Genève. Bonsoir, mon cher Bachar, bonsoir à tes deux panélistes. Effectivement, il a parlé d'isolement. M. Batengene, d'ailleurs, je vais réagir là-dessus. Écoutez, en ce qui concerne la dimension de ces 2 visites-là, je trouve qu'il y a 2 choses à dire. Un, à propos de Macron, c'est une gesticulation délibérée, minutieuse, et d'ailleurs rituelle, non, après chaque élection présidentielle. L'Élysée, son influence d'Afrique nord francophone, de rappeler et de mettre les lieux, par ces différents leviers de contrôle établis en Afrique nord francophone, s'en fait sur le plan économique via les comptes d'opération du Trésor public français, aussi sur le plan intellectuel et élitiste, etc., qu'il est seul à dépenser autant d'argent dans le déploiement de ses bases de prépositionnement en Afrique nord francophone, qu'il est le seul à disposer d'autant d'effectifs et d'un matériel de ce genre. Il profite évidemment des circonstances avec une partie d'Afrique nord francophone totalement désintéressée de sa politique globalement, et avec une Union africaine dépourvue de toute défense. En fait, on voit très bien les raisons. Il s'agit de sa part, comme il multiplie les échecs économiques et sociaux sur le plan intérieur, d'avoir des affichages sur le plan international, c'est-à-dire d'Afrique nord francophone, fondés sur une politique étrangère qui ne déplaît pas au fond aux Français. Faute à l'Afrique nord francophone, globalement, d'être si indolente politiquement. De toute façon, la politique est irremplaçable. Vous connaissez la formule, mon cher Bachir, hein, si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupe de vous. Donc ça, c'est une réalité. D'où ce type peut venir au Cameroun et comme ça, menacer sans pour autant que personne le menace sociologiquement, je veux dire. Bref. 2. Les tentatives des États-Unis de reléguer la Russie au rang de paria, comme disait M. Batengene, sont vouées à l'échec. Pour le reste du monde, hormis les États-Unis et l'Europe, l'opération spéciale russe en Ukraine n'est rien d'autre qu'un conflit régional. L'Afrique du Sud, d'ailleurs, pour sa part, estime que Washington a exacerbé la crise elle-même avec son. Les diplomates américains courent de maison en maison dans différents pays d'Afrique et supplient de ne pas être photographiés avec Lavrov, afin que ces photos ne soient pas utilisées par la Russie comme preuve du manque d'isolement. Un manque totalement de sens de réalité des représentants américains de haut rang. Bref, la visite de Sergei Lavrov après l'Égypte, au Congo, au Ouganda, tout ce qu'on sait, constitue de ce qu'on appelle la fin d'un ordre mondial unipolaire qui a été en train au développement des nations d'Afrique Nord globalement. L'idée de la domination du Golden Billion étant de nature raciste et néocoloniale. Derrière tout ça, on se rend compte que la question France-Afrique ou souverainisme, c'était autour de ce clivage-là, représenté par ces 2 visites, que s'organisait l'ensemble des autres questions. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. En tant que tel, on voit que c'est au fond les clivages principaux, que les clivages traditionnels de Ramon Ouattara qui existent, mais qui n'est pas tout. Alors,
Moscou, par cette visite de Sergei Lavrov, avec certaines nations africaines, trace la route. Si les autres nations africaines ne veulent pas avancer avec la Russie, soit ils restent et ils regardent, soit ils les rattraperont. Merci, belle fin d'émission. Eh bien, Delphin, il y a au Burundi, cher Delphin. Bonsoir, cher ami, vous avez la parole. Alors, si tu connais Côte d'Ivoire avec Justin, d'ailleurs, il se fait appeler Toigui. Allô, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de Foyo TV et bonsoir à toute l'Afrique. Bonsoir aux panélistes qui sont avec toi. Merci. Bachir, le thème d'aujourd'hui me fait un peu bizarre parce que vu la situation géostratégique et politique internationale et vu les visites de ces deux personnes-là, il n'y a pas match, Bachir. Bachir, je vais vous faire un petit point et vous allez voir qu'il n'y a pas match. Sergei Viktorovitch Lavrov est né le 21 mars 1950 à Moscou, représentant permanent de la Fédération de Russie au Conseil de sécurité de l'ONU du 22 septembre 1992 au 12 juillet 2004. Il a été ministre russe des Affaires étrangères de la Fédération de Russie depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 18 ans qu'il est ministre des Affaires étrangères. Il est diplômé de l'Institut d'État des Relations internationales. Et il a pour modèle, il a pour homme politique préféré Alexandre Gortchakov, qui était le ministre des Affaires étrangères d'Alexandre II. Vous connaissez Alexandre II, le roi Alexandre II, appelé le libérateur. Emmanuel Macron, président de la République française, né le 21 décembre 1977 à Amiens, en France, École nationale d'administration, inspecteur de finances, associé et gérant de Rothschild. Je vous laisse faire la comparaison des deux personnes, des deux hommes politiques, si vous voulez. Il n'y a absolument pas match. La France a perdu le combat avant même que la bête ne siffle le début du combat. Il n'y a rien à faire. Le combat est perdu d'avance. La Russie a gagné sur tous les plans, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan économique. Monsieur Lavrov sait la politique étrangère de l'Occident. Je n'ai pas dit il connaît, j'ai dit il sait la politique étrangère de l'Occident. C'est différent de connaître la politique étrangère de l'Occident. Il sait. Il a une longueur d'avance sur eux. Ils savent les idées, ils savent le système de l'Occident. C'est pour cela qu'on a comme l'impression qu'ils sont forts. Au fait, ils sont forts des faiblesses, des nombreuses faiblesses de l'Occident, sur le plan diplomatique, sur le plan économique et sur le plan militaire. Il n'y a pas de comparaison à faire. La visite d'Emmanuel Macron en Afrique, c'est un fiasco. Il ne remportera rien, il n'emportera rien, parce que déjà, les Russes ont déjà tout raflé. Je vous remercie. Merci très cher Justin. Nous restons au téléphone avec Peter Brown. Il nous appelle depuis l'Écosse. Bonsoir Peter Brown. Bonsoir mon cher Bachir. Merci de m'accueillir. Je vais essayer d'être bref. Donc je salue tout le monde. Allô? Oui, Delphin, allez-y. Est-ce que vous me recevez? Je vous reçois, allez-y. Ok, oui. D'accord. Donc je disais que j'allais essayer d'être bref, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, et je salue tout le monde. De toute façon, on m'a reconnu. Donc, je vais mettre de côté le nain géopolitique de l'Élysée. Je parlerai de lui peut-être demain ou après-demain. Je vais me concentrer sur notre ami, le ministre Lavrov.
et donner quelques éléments historiques qui peuvent expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Mon frère Batengene a raison, la Russie n'est pas du tout isolée. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, la Russie vient faire du côté du Congo, notamment, ce qu'elle a réussi à faire, notamment du côté du Burundi. À l'époque de l'ancien président Nkurunziza, le Burundi a initié une collaboration avec la Russie, justement parce que les autorités burundaises refusaient de devenir à leur tour une agence, une sous-agence de la CIA, comme l'ont été le Rwanda ou l'Ouganda. Et c'est très intéressant que la Russie vienne du côté du Congo. Donc à tous et celles qui ne le savent pas, j'aimerais donner un petit cours d'histoire. Une partie du Congo-Brazzaville, une partie de la RDC, une partie de l'Angola et du Gabon sont d'anciens territoires, anciens du Congo, avec un cas que l'ancien royaume du Portugal a commencé à saccager à la fin des années 1390. Ensuite, dans cette même région, se sont suivies des luttes entre Européens, donc les Allemands, les Portugais, les Britanniques, jusqu'à ce que la France, à travers l'ancien général de Gaulle, parvienne à établir le franc CFA et à en faire une de ses colonies. Et cette division a continué jusqu'aux années 1914-16, époque à laquelle arrive le fameux Congo belge. Et donc ces gens-là ont toujours voulu dépecer cette partie de l'Afrique centrale. L'Atlantic Council n'a pas hésité à le dire. Leur objectif est de dépecer, émietter la RDC comme l'est la Somalie. Et le Burundi a refusé d'entrer dans cette logique. Et donc, la Russie est parvenue à établir des liens diplomatiques et militaires avec le Burundi. Aujourd'hui, M. Lavrov vient réitérer la même chose, non pas du côté est du continent africain, mais cette fois-ci du côté ouest, donc dans le golfe du Guinée. Et le fait qu'il puisse faire cela montre que, comme disait l'intervenant d'avant moi, il comprend très bien les enjeux et il a beaucoup d'avance. Donc à partir de là, vu qu'il est, en plus, il est arrivé avant le nain géopolitique, donc il suffira juste de laisser voir comment les choses évoluent, mais nous savons tous que l'avantage est à la Russie. Pour ne pas trop m'éterniser, je dirais simplement que l'Égypte a finalement pris le pas sur le Mali parce que je ne sais pas si tout le monde a suivi la conférence de presse, mais la conférence de presse entre M. Lavrov et son homologue égyptien a laissé officiellement entendre que l'Égypte a demandé à rejoindre les BRICS. Donc avec tous ces éléments, le nain géopolitique qui en plus arrive à 22 heures a quelques trains de retard. Donc je parlerai du nain géopolitique demain, parce que de toute façon le thème va revenir au cours des 2-3 prochains jours. Mais pour l'instant, ce soir, il ne m'intéresse pas. Je tenais surtout à parler de l'alliance entre l'Afrique et la Russie. C'est tout bon, on a d'autres. Forum Media, une fois de plus, allons de l'avant. L'arrivée nocturne du président français Emmanuel Macron pour Delphin depuis Gitega. Et donc, arrivée nocturne signifie arrivée tard et donc beaucoup trop tard. Restons au téléphone pour un dernier appelant pour cette série. Ensuite, on va vers le patriarche Biloa ici. Eh bien, c'est Peter Brown. Cette fois-ci, c'est effectivement lui depuis l'Écosse. Bonsoir, Peter. Bonsoir, M. Bachir. Merci beaucoup au call center. Je veux saluer M. Batengene parce que maintenant, il dit on ne plus le surname, OK? Et puis le doyen ici. Je donne mon petit point de vue sur la thématique de ce soir. Et d'abord, je veux dire quelque chose aux téléspectateurs. Vous devez savoir que la France vit comme un saprophyte. Et un saprophyte, c'est une sorte de plante comme les fougères qui vivent sur les palmiers à huile. Et que quand elles ne trouvent pas d'arbres pour développer leur, expansion des fleurs, etc., et elles meurent. Et c'est le cas de la France. C'est un véritable saprophyte. Quand vous voyez ce qu'elle a fait en Afrique, et aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle est en train de perdre du terrain, elle utilise encore le même arme qu'on appelle média pour essayer de diaboliser l'adversaire
et se passer comme on dit quoi, un gueule. Donc, c'est un peu ce qui est en train de se passer en Afrique. Et ici, en Europe, pour vous dire très vrai, c'est vraiment pas la tasse de thé des Français. Ce que Macron va faire au Cameroun, ça ne les regarde aucunement. Ça, c'est un problème de Quai d'Orsay et de Élysée. Parce que la France s'est rendue compte que quand elle a fait les analyses depuis la crise de RCA, depuis le coup d'État raté en Guinée-Équatoriale, depuis Boko Haram, comme a dit M. Jonathan Bategene, depuis également le coup fourré de Père Déby et le rebobisé et bosisé en SCA, et aussi le trouble fait qui s'est passé au Gabon avec John Ping, qui est venu semer le trouble fait. Donc, ils se sont rendus compte que, en fait, qui avait pu apaiser tout ça, c'est M. Paul Biya. Et je tire le chapeau à cet homme politique qui a une très grande vision de géostratégique et géopolitique, qui arrive à échapper à la prédation de la France, mais en restant très soft et très diplomatique. Et ça fatigue beaucoup les Européens, particulièrement France. Voilà dans quoi nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose de très spécial. Ce que M. Lavrov est allé faire au Congo-Brazzaville, on peut mettre dans le même schéma comment les émissaires du fils Déby sont venus au Congo après son arrivée au pouvoir. Ça veut tout dire. On ne va pas rentrer dans le fond de la casserole, mais on va rester très focus sur, comment on dit en français, la forme. Voilà, la forme, c'est ce qu'on voit. Mais ce qui est en dessous, on sait que les dés sont déjà pipés pour la France. Elle va venir peut-être négocier, elle va faire beaucoup de concessions, et comme ça se passe en secret, personne n'est dans le palais de Etoulie pour savoir ce qui se sont dit. Même si on fait les spéculations, on connaît très bien la pertinence du président Paul Biya, de comment il pourrait gérer cette avenue de le président français. Maintenant, pour chuter, je ne vais pas être trop long, on comprend que la visite de Lavrov est carrément géostratégique de la part de Moscou. C'est une façon de faire comprendre à la France, parce que la conférence de Brazzaville en 1944 avec le général de Gaulle, c'était là-bas. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau Brazzaville avec la Russie. Je m'arrête ici. Merci beaucoup, Foyer Média. Très bientôt. Bye. Merci à vous également, très cher Peter Brown. Depuis l'Écosse, on en profite pour saluer nos équipes de Pointe-Noire. Je vois ici notre cher Bassa depuis Pointe-Noire. Merci en tout cas. Doyen Bilo ici. Je viens vers vous. Prendre aujourd'hui. Alors, un pays quand même ici est attaqué quand même verbalement. Il n'est pas très diplomatique vis-à-vis de son dirigeant. Pourquoi ce retournement de veste? D'accord, ça traîne un tout petit peu avec la liaison côté de Blois ici. J'espère que la connexion nous permettra de la voir. C'est pas toujours facile. Jonathan Bategene, je reviens avec la même question. Emmanuel Macron, on en parlait il y a quelques jours. Il a été un tout petit peu condescendant vis-à-vis du président de la République du Cameroun, Paul Biya, dans ses échanges avec certains activistes. Mais on ne s'attend quand même pas à voir Emmanuel Macron côté de Biya, en tout cas pas du sitôt, mais il est venu dès le début de son deuxième mandat donc. Macron vit les dernières heures de la France, c'est pas moi qui le dis, de la France hégémonique dans le monde, pas seulement de la France hégémonique, de l'OTAN hégémonique, de l'Occident collectif hégémonique dans le monde. Macron a compris un peu plus tôt que l'échec de la France n'est pas dû simplement au fait de son déclassement par les puissances émergentes, notamment les pays comme les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique du Sud, South Africa. Macron a compris que la déchéance de la France, le déclin de la France a été accéléré par le discours médiatique de combat
Et ce discours médiatique de combat, le général Yanni, lors de son interview qu'il a donnée la semaine dernière à la chaîne de propagande du Quai d'Orsay, média international, télévision concurrente, il a dit, le général Yanni, dans cette interview, que parmi les acteurs qui avaient participé au déclin de l'influence française en Afrique, il y a les panafricanistes. Imaginez donc que le diagnostic du déclin de la France a été fait par les stratèges de l'Élysée et du Quai d'Orsay. Oui. Vous pensez que pour agir sur les causes, quelle serait la meilleure action? Ce serait d'aller là où les causes ont été identifiées. L'une des causes, c'est donc au Cameroun. Au-delà de la courtisanerie des larbins de Yaoundé, de larbins de la France-Afrique de Yaoundé, il y a le fait que Macron voulait poser un acte fort, placer, comme on dit, taper dans la fourmilière, venir au Cameroun et défier les France-Africains. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que la question des manifestations publiques peut poser un problème, parce que le président Biya, dans sa volonté de garder des relations apaisées avec les pays et de n'ouvrir des fronts que de manière subtile, n'accepterait pas d'avoir des manifestations publiques sur le territoire camerounais. Il avait posé ça comme... Il a voulu jouer là-dessus comme étant un piège pour les panafricanistes. Pourquoi? Il se disait que si les panafricanistes mordaient à la maison de la provocation et venaient à l'affrontement, ce seraient les forces de l'ordre camerounaises qui se retrouveraient en train de les arrêter. Oui. Et donc, ça donnerait l'image à l'international que finalement, ces gens, est-ce qu'ils se battent vraiment pour un homme qui comprend le sens de leur combat? Ils ont été lâchés, la preuve, ils sont eux-mêmes dans les cellules. Oui. C'était ça le grand piège. C'est d'ailleurs pourquoi nous n'avons pas répondu à sa provocation. Nous l'avons laissé faire parce que nous avons compris la stratégie. Il faut que les gens comprennent un peu pourquoi je dis depuis que Macron est tombé dans son propre piège et Macron s'est fait avoir parce qu'il a pris les moins intelligents du Cameroun comme étant la référence. Je ne parle pas là en matière de comparaison, mais je parle du point de vue stratégique. Quand on voyait ce que ces gens lui ont proposé comme élément de provocation, c'était tellement puéril, c'était pour les enfants, mais nous n'avons pas succombé à la provocation. Le deuxième élément, Macron vient aussi dans un contexte où l'ensemble des larbins de la France-Afrique à Yaoundé veulent reproduire le système de la France-Afrique à travers un certain nombre d'acteurs politiques. Ces acteurs politiques sont dans l'opposition et ces acteurs politiques sont autour du président de la République, notamment avec une candidature qui de plus en plus, une potentielle candidature qui de plus en plus devient embolique. On parle de la succession héréditaire. Oui. En matière, là, on fait allusion à celui qui est considéré comme le fils du chef de l'État. En ce moment-là, les larbins de la France-Afrique veulent positionner ce dernier comme étant le garant de leurs intérêts et des intérêts de la France. Vous voyez un peu qu'il y a un jeu vicieux qui est derrière cette visite du président Macron. Vont-ils réussir cette équation? Or, quand on observe le dit fils, ici il y a quelques jours, et nous le disons pour que ces derniers ne se trompent pas et qu'ils sachent que le peuple camerounais ne se trompe pas de combat, que les panafricanistes sauront battre les France-Africains encore même ici au Cameroun. La dernière élection du président de la FECAFOOT était un round 1 du combat entre les France-Africains de Yaoundé et le président Biya, il faut le dire. Parce que derrière la candidature de M. Samuel Eto'o, il y avait quand même la bénédiction du président Paul Biya qui a permis que se réunisse un ensemble d'énergies qui ont convergé vers l'élection du président de la FECAFOOT. C'était l'échec. Et à cette période-là, où était donc le successeur héréditaire? Il était dans le camp adverse. C'est un indicateur pour que les Camerounais comprennent que ce n'est pas parce qu'on parle d'une affaire de sang que forcément on parle d'une convergence entre les intérêts du père et les intérêts du fils. Non, il y a vraiment des divergences. Les France-Africains de Yaoundé veulent donc utiliser cette brèche pour se positionner comme étant les futurs gérants du Cameroun. Et ils veulent utiliser Macron comme étant leur caution internationale. L'entourloupe est tellement puéril encore que le peuple camerounais n'y mordra pas. C'est pourquoi nous demandons aux populations de Yaoundé
C'est vrai, vous devez être en osmose avec les autorités. Nous demandons à toutes les populations de Yaoundé, nous leur lançons un appel. Tous les panafricanistes, veillez-y, demandez aux populations de rester chez elles, de vaquer à leurs occupations, de ne pas accepter de corruption pour aller accorder leur you-you à M. Macron. M. Macron il ne mérite pas un accueil chaleureux au Cameroun. Si nous ne manifesterons pas, nous demandons aussi aux populations de ne pas lui témoigner d'accueil chaleureux. Merci. Allez, on va retrouver le patriarche Biloa ici. J'espère que la liaison est très bien établie. Doyen, alors, je lis ici un extrait d'un article de mon frère de l'Occident. Emmanuel Macron se rend lundi au Cameroun d'un voyage de 4 jours en Afrique centrale dédié à la sécurité alimentaire, aux investissements français ainsi qu'à la gouvernance. Et je prends ce dernier aspect, la gouvernance. Et ma question est de savoir, est-ce que la France a son mot à dire dans la gouvernance au Cameroun? On ne peut pas admettre ce genre de choses. La France ne vient pas voter au Cameroun, comme les Camerounais, les vrais Camerounais ne peuvent pas voter pour la France. Donc, les affaires camerounaises doivent rester camerounaises. Et ce que je voudrais dire à Macron qui arrive, c'est que je crois qu'il a la mémoire courte. La mémoire courte parce que il ne se souvient pas que Dien Bien Phu, c'était la Russie qui avait aidé l'URSS, pour être précis, l'URSS qui avait aidé le Vietnam. Donc, il faut qu'il sache une chose avec la gouvernance française qui veut que nous n'ayons pas notre argent, qui veut que nous n'ayons rien à dire, qui veut que les gens qui doivent être nommés à Yaoundé soient adoubés par Paris. Non, cela est, je ne voudrais pas dire des gros mots, mais je voudrais dire simplement à Macron qu'il a affaire au président Biya, qui est son grand-père, j'allais dire, et qui ne pense pas qu'il peut le rouler dans la face, parce que les esprits s'éveillent, les esprits comprennent pourquoi un continent comme le nôtre, pauvre, très endetté, alors que nous devons, nous, et c'est pour cela que d'autres outils, Dien Bien Phu, remplacer la France. De Gaulle a dit à Kennedy, n'allez pas au Vietnam parce qu'un peuple décidé ne peut être vaincu par aucune armée. Et cela s'est vu. Les États-Unis sont partis du Vietnam, la queue entre les jambes. Et la France partira de l'Afrique, la queue entre les jambes, parce qu'on en a marre d'être exploité. Voilà, Bachir, ce qu'il faut comprendre. Même si Macron a choisi de venir la nuit pour éviter que les gens ne jettent des tomates pourries et des œufs pourris, il faut qu'il sache que les Camerounais ne peuvent pas être d'accord avec lui. D'accord comme président, d'accord dans son comportement, qui fait qu'aujourd'hui, les gens partent du Cameroun se disant homosexuels pour être pris en charge là-bas. Nous, les homosexuels, on n'en veut pas. Et tout le monde se rappelle qu'en 2006, j'ai pris sur moi de mettre la liste des homosexuels du gouvernement dans mon journal. Et ce courage n'est pas fini et je ne suis pas le seul Camerounais courageux. Très bien. Merci à vous, Patriarche Biloa, ici. On retourne au téléphone. On me fait savoir que Delphin réclame une petite minute, certainement pour ajouter quelque chose. Cher Delphin, vous avez la parole à nouveau. Mon frère, merci une fois de plus de m'accorder le micro. Je m'en serais voulu de me retirer sans saluer le doyen Biloa ici, que je n'avais pas vu depuis un moment. Ça me fait plaisir de voir qu'il va bien.
et qu'il n'a rien perdu de sa verve. Ceci étant dit, oui, comme le doyen vient de le dire, et avant lui, mon frère Batengene, vraiment j'insiste sur ce point, et c'est la seule chose que je vais dire au sujet du nain géopolitique. Non seulement il arrive le soir à 22h, mais avant d'arriver devant vous, j'ai un peu suivi tout au long de la journée la couverture des médias soi-disant démocratiques de ce sujet. Franchement, il est traité de façon timide, extrêmement timide, comme s'ils avaient honte. Donc, d'ailleurs, je crois que c'était TV5 Monde. TV5 Monde a été dans une totale incapacité de dire si ce serait, j'espère qu'il me pardonnera cette familiarité, Papa Biya ou un autre officiel du gouvernement qui allait l'accueillir. Franchement, moi, je serais même d'avis qu'un simple sous-secrétaire de je ne sais quel ministère camerounais aille l'accueillir. Il ne faut pas du tout que M. Biya se déplace ou votre Premier ministre. C'est un nain géopolitique. Accueillez-le avec tout le mépris qu'il mérite, eu égard à l'histoire qu'il a laissée dans votre pays. Donc là-dessus, vraiment, c'est le seul point sur lequel je vais parler du nain géopolitique ce soir. Je compléterai mes analyses demain et après-demain. Donc je m'arrête définitivement ici ce soir et je vous rends le micro, mon cher Bachir. On est ensemble. Merci Delphin Mouyempondo depuis Gitiga au Burundi. Est-ce qu'on reste au téléphone? D'accord, le temps de caler cet appelant, sa ligne n'est pas très audible. On ne prend pas des appels non audibles, s'il vous plaît. Ça brouille un peu l'émission. Jonathan Batengene. Alors, est-ce que aller à Yaoundé, à Porto-Novo, au Bénin et à Bissau, est-ce que tout cela peut changer quelque chose aujourd'hui pour la France avec la percée russe sur le continent africain? Est-ce qu'il ne se fait pas tard? D'abord, ne les comparons pas parce qu'on va donner du crédit à leur thèse tout à fait erronée qui vise à faire croire que lorsqu'on n'est pas avec avec l'OTAN, on est avec les Russes. Les Chinois sont avec qui? Les Chinois sont d'abord la puissance économique. Oui. Hein. Ils ont fait ça avec les États-Unis. Oui. Et après, aujourd'hui, leurs intérêts, c'est avec les Russes. Ils ont décidé d'être avec les Russes. Donc, le monde, ce n'est pas un monde où c'est polo. Soit avec l'Occident, soit avec la Russie. On peut le faire aussi tout seul. Très bien. Les Russes sont dans une démarche. Les Russes sont dans une offensive contre l'OTAN. Les Russes ne peuvent même pas considérer la France comme un adversaire. Vous avez vu que sur l'échiquier global qu'on a présenté en début d'émission, les Russes sont à la fois dans ce qui était le précaré des États-Unis avec l'Égypte. Ils ont réussi à convertir l'Égypte. L'Égypte veut adhérer aux BRICS. Et vous savez que dès que vous entrez maintenant dans les BRICS, vous vous alignez sur les mécanismes internationaux d'échange, c'est-à-dire désormais, vous devez adosser tout sur votre monnaie. C'est une résolution qui est en train d'être prise de manière collective avec les BRICS. Et donc, les Égyptiens seront obligés eux-mêmes d'affaiblir le dollar. Du point de vue géopolitique, c'est une inversion des rapports phénoménale qu'a réussi M. Lavrov. Alors, en Éthiopie et en Ouganda. Vous le dites quand même, il faut que nos téléspectateurs sachent que l'Égypte quand même a pour principal allié les États-Unis qui accordent chaque année 4 milliards de dollars dans le budget de la défense. Dans le budget de la défse à l'Égypte. Donc, ce n'est pas n'importe quel allié pour les États-Unis. On a donc une Russie qui est totalement en train de montrer qu'elle est à l'aise sur le plan international et que même elle est capable de retourner certains dossiers à son avantage. Aujourd'hui, le représentant de la Syrie a été reçu par les Égyptiens, les officiers égyptiens, pour parler de la réintégration de la Syrie dans le concert de la Ligue arabe. Donc c'est autre chose. Quant à la France, il y a des préoccupations urgentes. Le premier, c'est qu'au Cameroun, on a des larbins qui les ont invités. L'agenda du Cameroun, vous savez que c'est timide parce que à l'intérieur, c'est un fourre-tout. C'est une situation alambiquée même pour lui-même Macron. Quand vous allez sur le site de l'Élysée, vous allez voir qu'il n'annonce qu'une journée, le 26. Donc pour eux, Macron vient au Cameroun le 26. Oui. On ne voit pas heure d'arrivée, heure de départ. Or, vous allez voir. C'est compréhensible. On n'a jamais vu la France. Il arrive la nuit.
Oui, on n'a jamais vu la France avoir peur comme ça en Afrique. Jamais. Avoir peur. C'est inédit. Oui. Alors vous considérez la ça façon comme de communiquer. Oui. Si, une communication très timide. Très timide. Ça montre que vous avez peur. Il a peur. D'ailleurs, il s'est fait enterrer. Mais de quoi aurait-elle peur, cette France? De quoi aurait-elle peur? Ils viennent quand même sur la terre du panafricanisme. C'est la terre des Oumniobé. C'est la terre, s'il faut parler de manière contemporaine. D'abord dans le passé, c'est la terre des Oumniobé. Mais en même temps, c'est la terre des hommes. Des hommes non violents. Oui. Ouais. Mais c'est aussi la terre du président Badakani, du patient Parfendom, de Nathalie Yamb, entre autres. Nathalie Yamb, de Bachir Mohamed Ladan. Hein? Et Macron, l'espoir Matomba. Voilà, c'est l'espoir Matomba. Ouais. Mais parlons un peu de vous tous là. Ouais. C'est cette terre-là, à partir de laquelle irradie un discours anti-impérialisme puissant, qui a un écho phénoménal sur la planète. Est-ce que la venue de Macron, justement, au Cameroun, puisque vous ouvrez cette brèche, ne va pas être perçue comme une sorte de victoire pour lui? Quelle victoire? Quelqu'un qui se cache, vous dites qu'il a une victoire. Oui. Vous pensez que Compaoré qui est caché là au Burkina, c'est une victoire? C'est une défaite. Avant, quand le président français venait piller en Afrique, il venait avec les applaudissements des populations africaines. Et son agenda était communiqué des semaines à l'avance. Et d'ailleurs, dans les écoles, quand c'était dans la période les périodes de cours, on vous demandait de libérer les classes, c'était la mi-journée. Donc, aujourd'hui, il arrive à 22 heures, comme Hollande à une certaine époque. En fait, ça montre que la France n'est même plus sûre d'elle. Ils ont peur, parce que celui qui vient dans la nuit, il vient de manière dissimulée. Quand vous avez un invité qui vient la nuit, vous savez, généralement, c'est un émissaire qu'on envoie la nuit. Oui. Parce que la nuit, il va venir de manière inopinée, les gens ne l'attendaient pas, et il va se glisser en catimini, rencontrer les personnalités qui lui sont destinées avant de rentrer. Oui. Et parfois, on ne sait pas que l'émissaire est venu. Le président français arrive comme un émissaire au Cameroun. C'est une déchéance encore pour la France. Les heures, le choix des heures, l'heure de départ, il a simplement la journée de demain où il va rencontrer le président de la République, rencontrer quelques personnalités, et après, il va dormir, il part très tôt le matin. Il fuit, c'est carrément une fuite. En tout cas, il aura une conférence de presse, il aura un agenda très chargé. Ce qu'il n'aura pas, par contre, c'est une rencontre avec les opposants, telle qu'il aura. Agenda chargé. Je reviens à vous pour la conclusion. Donnons le dernier mot au patriarche Biloa ici, dans ce sens-là. D'accord. Hélas, me fait savoir, Tong, la liaison n'est pas très bonne pour que nous donnions la parole à notre cher Biloa ici. On trouvera un autre moyen, certainement, pour les prochaines éditions. Je reviens à vous, très cher Jonathan Batenguini. Emmanuel Macron, finalement, ne rencontrera pas les opposants camerounais, d'après le programme que nous avons vu. Est-ce une défaite ou une défaite pour eux, ces opposants qui auraient voulu le rencontrer? Qui, de notre point de vue, trouverait cela même pertinent? Si un opposant, vous savez, il faut quand même reconnaître la victoire du panafricanisme. C'est la semaine dernière, quand là, nous avons appris la nouvelle, nous avons rappelé que tous ceux qui vont se laisser infantiliser à aller rencontrer M. Macron, ceux-là n'auront plus l'assentiment populaire. Nous allons nous battre pour que ces derniers soient vomis par le peuple. Et fort heureusement, beaucoup de cadres de l'opposition ont commencé à communiquer en rappelant quand même à Macron qu'il y avait un contentieux historique entre la France et le Cameroun. Nous sommes fiers de voir qu'au cette mémoire historique a pu être remise à l'ordre du jour et que le rejet de la visite de Macron soit devenu l'unanimité au sein des forces principales de l'opposition. Ça, c'est ce que Macron doit comprendre. Le Cameroun n'est pas une sous-préfecture où il va attendre les opposants qui viennent lui rendre visite. Vous avez déjà vu une opposition française aller rencontrer le chef d'État états-unien lorsqu'il se déplace à Paris? En tout cas, on ne l'a pas encore vu. Je rappelle, quand vous le dites, qu'une grande partie des panafricanistes de l'opposition au niveau du Cameroun s'est réunie donc, ce jour, et la conférence de presse a été couverte par les caméras de Foyo Média. On verra tout cela, bien sûr, dans l'édition du journal tout à l'heure, conduit par Begoudé Madone. En attendant, Patrice Biloa ici, c'est certainement notre dernier mot. Est-ce que vous pensez que la
perspective d'une succession à la tête du Cameroun pourrait être abordée par Emmanuel Macron et le président Paul Biya, comme le soulignent beaucoup de sources. Mais je crois que là, ce qu'il dit se trompe énormément. Il se trompe énormément. Ce n'est pas Macron qui viendrait dire au président Biya, il faut prendre tel pour qu'il remplace, pour qu'il vous remplace. Il n'a ni le droit ni le pouvoir de le faire. Il peut, en venant ici, jouer au boss avec les gens de le président du Cameroun. Donc, d'abord, pourquoi voulez-vous que le président Biya ouvre cette fenêtre-là avec lui? Et je voudrais dire aussi à propos de l'arrivée du président Macron qu'on n'élève pas un patriarche du lit, sauf si par extraordinaire il est reçu, il ne sera pas reçu par le président de la République. Je ne lis pas dans la boule de cristal, mais je dis ce qui me semble logique et ce qui me semble normal. Donc, venir négocier la liaison n'est pas favorable à nous ce soir et la fin, très cher patriarche Biloa ici. Malheureusement, on vous retrouvera dans les prochaines éditions, ça c'est sûr. Certainement avec un peu plus d'énergie dans notre liaison du côté de Yaoundé, d'où vous émettez en ce moment. Bien, Jonathan Batenguene, il ne nous reste que 30 secondes. En 30 secondes, qu'est-ce qu'on a envie de dire? On dit qu'à 22 h, Macron va venir saluer la défaite et le déclin de la France au Cameroun. Et il va lui-même comprendre que les combats ne sont pas que physiques. Certains combats, surtout les combats d'idées, se gagnent dans le challenge et le succès d'une idée, le triomphe de cette idée dans la sphère publique. Il va voir que Yaoundé n'est plus Yaoundé qu'ont connu les De Gaulle ou les Mitterrand. Désormais, le Cameroun est un pays hostile. C'est un pays qui a tourné le dos à la France-Afrique. Que les France-Africains qui l'ont invité les rassurer, c'est une bonne chose. Mais il verra que cela ne compte pas. Et que ce qui compte vraiment, c'est le panafricanisme au Cameroun. Merci infiniment, Jonathan Batenguene. Demain, donc, édition spéciale dès 7h du matin sur les antennes de Foyo Média. Et cela jusqu'au grand journal de 20h. Vous verrez défiler donc plusieurs présentateurs, plusieurs panélistes, mais surtout beaucoup d'ingrédients pour mieux comprendre les enjeux dans les relations franco-camerounaises et aussi ce contentieux historique qui devra être balayé, en tout cas, sur la table afin de normaliser, sinon prendre de l'ascendant dans cette relation. Merci à tous, bonne suite des programmes sur les antennes du Foyo Média.